Il m'a glissé à l'oreille, je ne passerai jamais ma vie sans tuer quelqu'un. Je savais que c'était moi qui étais sur la liste. Il allait finir par arriver à ses fins, c'est-à-dire soit moi je me donnais la mort, ou soit ça allait arriver d'une manière ou d'une autre. En novembre 2010, j'ai subi ce qu'on appelle une tentative de féminicide à la sortie de l'école de mon fils. C'est mon ex-conjoint qui est venu avec une arme à feu, m'asséner de 3 tirs, dont un à la tête, un à l'épaule et un dans le pli de laine. La séquelle la plus grave, c'est ce qui a donné une amputation du bras droit. Il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. On s'est rencontrés, moi j'avais 17 ans, lui une vingtaine d'années. Au début tout allait bien, hein, et la première gifle, c'est quand je suis tombée enceinte de notre premier enfant. Oui, il était alcoolisé, donc on a mis ça sur le dos de l'alcool. Je me suis emportée, et c'est pas revenu tout de suite, c'est un peu plus tard, ça a d'abord été les paroles. Il y a eu du harcèlement psychologique, du harcèlement sexuel, la subtilisation des papiers d'identité, la mise sous indépendance financière. Tout ça, ça s'est instauré petit à petit. J'étais sous surveillance et impossible de m'y échapper. Au départ, non, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en 2010 et à l'époque, il y avait très peu de prise en charge. Effectivement, quand je me suis rendue à la gendarmerie, à l'époque, je n'ai eu absolument aucune prise en charge. J'ai pris la décision d'écrire au procureur de la République en expliquant que j'étais en danger, que les enfants étaient en danger. Et malheureusement, ces courriers ont été reçus, lus le 15 novembre 2010. Et malheureusement, le lendemain, le 16 novembre, il vient me trouver à l'école de notre fils. Il est venu vers moi, qui m'a demandé d'embrasser son fils. Il m'a serré la main et il m'a dit « Maman, papa, il a le fusil ». Je me savais menacée de mort. Là, mon fils s'est mis à hurler « Attention maman, papa, il va te tirer dessus ». Donc le premier tir, je m'en souviens parfaitement. Mais ensuite, ça a été blackout. J'étais en urgence vitale. J'ai eu de la chance, j'ai eu énormément de chance parce que les blocs étaient vides. Le chirurgien qui est intervenu était disponible, donc ils ont pratiqué tout de suite ce qu'il fallait faire. Mais pendant 48 heures, j'ai été entre la vie et la mort. Ils m'ont transférée dans la nuit au centre hospitalier de Lille. Et là, à nouveau, ils ont dû pratiquer des gestes d'urgence vitale parce que j'étais à nouveau partie. Et là, s'en est suivi une très très longue hospitalisation, à peu près 5 mois et demi au centre hospitalier de Lille. Et ensuite, j'ai intégré le centre de rééducation de la Fondation Opale à Berck, où c'est là a débuté une toute autre vie. J'y étais du dimanche soir au samedi midi. Donc pour moi, c'était ma maison. C'était une sorte de famille. Et à la fin, j'étais quand même une assidue de la salle de sport parce que musculairement, il a fallu que je me renforce. Il y a le golf de Saint-Omer qui souhaite mettre en place, ouvrir une école handi-golf et ils sont à la recherche de patients potentiels. Alors moi, je m'ai un peu rayonnée, j'avoue. Parce que je lui dis, oui, t'es gentil, mais je tiens pas debout, je suis fatigable, je respire très mal. Et en plus, jouer d'un bras et en plus du bras gauche, ça me semblait un peu ironique. Et puis j'ai été au-delà de ça. C'est un sport qui est accessible, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Il faut beaucoup de travail, il faut du temps, il faut de la persévérance et il faut aimer se faire mal, quelque part. Parce qu'il faut beaucoup de mental. Qu'on soit handi ou valide, on joue de la même manière. Je peux participer aux compétitions de club. Je suis d'abord et avant tout une golfeuse. Personnellement, chez les dames Stableford, au ranking mondial, ou amputée de bras, je suis numéro 1. Ensuite, chez les dames, actuellement, je suis 19e. L'important de mon témoignage, j'ai accentué vraiment sur le parcours judiciaire. J'ai pointé du doigt les lacunes du parcours qu'une victime a affronté et elle l'affronte seule. La justice ne rend pas des comptes à une victime, elle rend des comptes à une société. Dernièrement, j'ai eu l'opportunité de présenter ce parcours à des gendarmes, des référents vifs, d'abord sur la gendarmerie de la Somme, et ensuite à Rosny-sous-Bois, surtout avec des référents vifs nationaux. Et ces échanges sont extrêmement riches et constructifs.
il ne faut pas avoir peur de franchir un poste de gendarmerie, un poste de police, parce que il y a des référents dans chaque commissariat, dans chaque brigade de gendarmerie. Et si elle ne se sent pas à la hauteur, il faut savoir que vous pouvez écrire au procureur de la République, de votre circonscription. Il y a des associations, il y a plein de numéros de téléphone, notamment le 3919. Et une fois que vous faites cette démarche, dites-vous qu'il faut aller jusqu'au bout. Parce que la liberté, elle n'a pas de prix. Et une fois qu'on se libère, c'est long. Faut pas croire que ça se déroule comme ça du jour au lendemain. Mais quand on commence à goûter à la liberté, croyez-moi que vous vous dites après, ouais, ça valait le coup.